Boué, député-maire, ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés pour cette campagne. Ils sont beaucoup trop nombreux pour être cités ici, mais ils se reconnaîtront. Applaudissons-les. C'est avec évidemment beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. Une certaine joie, mais aussi teintée d'une certaine tristesse, parce que c'est le décès de son Excellence Henri Aimé Konan Bédié qui nous amène à procéder à cette élection. Et je n'oublie jamais tous ceux qui nous ont quittés, particulièrement en cette année 2023, très difficile pour notre parti. Je voudrais donc rendre humblement un hommage appuyé à mes prédécesseurs, leurs excellences, messieurs Félix Houphouët-Boigny et Aimé Henri Konan Bédié, personnalités illustres, dont le leadership éclairé et l'engagement indéfectible ont laissé une empreinte indélébile sur notre organisation et sont un exemple et une motivation pour nous tous. Ils ont dirigé notre parti avec méthode, sens des responsabilités, détermination et dévouement. Et leur travail a jeté les bases sur lesquelles nous tenons tous debout aujourd'hui. Avec votre permission, je souhaiterais dédier le résultat de cette élection, le résultat heureux de cette élection, à feu le président Aimé Henri Konan Bédié, brusquement rappelé à Dieu le 1er août dernier. Aussi, si Dieu le veut, et en lien avec la famille et les responsables de notre pays, nous prendrons notre pleine part dans l'organisation et les préparatifs de l'hommage à feu le président Henri Konan Bédié, afin de l'accompagner avec tous les honneurs dignes de la haute et illustre personnalité qu'il représente dans notre pays et dans le monde. Qu'il me soit permis de remercier ici, et dû sa modestie naturelle en souffrir, tout particulièrement le président Kopli-Boni, qui, avec sagesse, patience et une grande clairvoyance, a présidé aux destinées de notre grand parti, le PDCI-RDA, depuis la disparition du président Aimé Henri Konan Bédié. La tâche, Monsieur le Président honoraire, nous le savons tous, n'était pas aisée, tant est grand l'intérêt que tous les Ivoiriens portent au PDCI. En homme de grande sagesse, il s'est assuré que les inévitables passions que peuvent engendrer des élections comme celles que nous venons de vivre ne causent pas de tort au parti, mais au contraire contribuent à renforcer notre cohésion. Je ne voudrais pas oublier dans ces remerciements Madame Kopli-Boni, qui nous suit du premier rang de la salle, qui, on l'a dit, était la première avocate ivoirienne et qui s'est montrée à tout moment dans cette période. un véritable roc. On est vendredi, il fallait la voir donc mercredi nuit, analyser la situation difficile dans laquelle nous nous trouvions suite à l'action portée en justice contre nous, déployer tous ses talents de juriste et prendre la route pour Toumaudi à 6 heures du matin, malgré la fatigue et une courte nuit. Madame, le parti vous remercie. Je voudrais associer à ces remerciements tous nos aînés. Ils sont également trop nombreux pour être nommés individuellement, mais qui, grâce à leur expertise politique, leur calme, leur expérience, ont su organiser et s'assurer que ce congrès se déroule bien. Merci enfin à tous ceux qui, comme moi, ont fait acte de candidature à cette élection, témoignant ainsi de la vitalité de la vie démocratique et de la qualité des talents dont regorge le parti au sein du PDCI-RDA. Je vous demande de les applaudir chaudement. Mesdames et messieurs, chers congressistes, c'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte la responsabilité que vous, les membres de mon parti, avez décidé aujourd'hui de me confier. Je tiens à assurer chacune et chacun d'entre vous que je mesure l'importance et le poids de ces nouvelles responsabilités. Le chemin qui nous attend ne sera pas facile, mais tous ensemble, et le slogan que j'ai choisi, je suis absolument certain que nous saurons surmonter les défis
qui se présenteront à nous. Je n'en veux pour preuve que les événements récents du 16 décembre à Abidjan. Et je tiens à saluer ici de nouveau le calme et la maîtrise de soi dont vous avez fait preuve, alors qu'ayant voyagé toute la nuit pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes trouvés dans l'impossibilité de faire ce pourquoi vous étiez venus à Abidjan, à savoir élire un nouveau président de notre grand parti, le PDCI-RDA. Mais à quelque chose parfois malheur est bon, tous ces événements nous ont conduits ici à Yamoussoukro, lieu de naissance de notre fondateur, son Excellence le Président Houphouët-Boigny. C'est comme s'il avait souhaité que cette élection se déroule chez lui. Je crois que je peux dire en votre nom à tous, Monsieur le Président, Nana Boigny, nous sommes heureux d'être chez toi aujourd'hui. Nous devons nous efforcer à la fois de préserver nos acquis qui sont importants, mais aussi de nous adapter aux évolutions de notre environnement et à ce 21e siècle, tout en restant fidèles à nos principes fondamentaux, à nos valeurs cardinales que sont le dialogue, la tolérance, le partage, l'esprit du sacrifice et l'attachement à notre nation. Nous sommes une famille politique et dans une famille, chaque voix compte. Nous sommes une équipe et notre réussite dépendra de notre collaboration et de notre détermination commune. Dans les jours, les mois et les années à venir, je m'engage à travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre vous en favorisant la transparence, la démocratie interne et le respect mutuel, comme le président Houphouët-Boigny l'a indiqué dans son discours d'orientation. Notre force réside dans notre diversité, à travers toutes les ethnies, régions et peuplades de notre pays, notre beau pays, dans notre capacité à discuter de manière ouverte et constructive, et je sais que nous saurons tirer profit de cette richesse absolument unique qui est la clé de notre succès futur. J'appelle donc tous les militants, toutes les militantes et tous les militants, sans distinction, à se tenir prêts à participer activement aux chantiers qui seront engagés. Grâce au travail de nos devanciers, notre parti dispose d'atouts majeurs et regorge d'intelligence dans tous les domaines, capable de participer à la redynamisation que nous souhaitons tous. Nous avons besoin de tout le monde et nous ferons appel à tout le monde. Nous nous attellerons sans relâche à faire de notre parti une force toujours plus présente et toujours plus efficace sur le terrain, notre meilleur atout pour le retour au pouvoir en 2025. À cet effet, je mènerai des consultations auprès de tous afin que la transition qui s'ouvre ce jour soit la plus inclusive possible. Comme je l'ai souligné, 2025 sera une année électorale cruciale pour notre parti. Nous devons d'être prêts. Nous devons préparer cette échéance électorale dès maintenant, dès demain matin, avec détermination et sérieux. Vous m'avez devancé. J'allais dire que je veux vous entendre dire par des acclamations nourries que vous êtes prêts pour que nous entamions tous ensemble ce voyage. Décision de la session extraordinaire du comité de contrôle. Considérant la convocation par Mme Amon Agomat d'une session ordinaire ce samedi 23 décembre 2023 à son domicile, comme d'habitude. Considérant qu'au stade de l'adoption de l'ordre du jour, plusieurs contrôleurs ont souhaité, eu égard au recours introduit par Dame Faye Florentine, l'une des candidates à l'élection de la Ligue des femmes du PPACI, la session statue extraordinairement sur le dit recours, considérant que refusant de soumettre cette proposition à l'approbation de l'Assemblée, ce contre la majorité des contrôleurs,
Madame Agomart, président du comité de contrôle, a déclaré la réunion annulée. Que tirant les conséquences de cette propension dictatoriale, méprisante et illicite, la majorité écrasante des contrôleurs a délibéré et adopté la nécessité d'une session extraordinaire séance pénale. Sur l'élection de la Ligue des femmes, considérant l'élection de la Ligue des femmes du PPACI qui s'est tenue les 16 et 17 décembre 2023 à Ouagadougou, considérant qu'au terme des dispositions pertinentes des statuts et règlements intérieurs du PPACI, le résultat définitif des élections internes du parti relève de la compétence exclusive du comité de contrôle. Considérant qu'il est constant que depuis la fin du scrutin du 16 décembre 2023, la commission électorale du parti n'a pas encore fait parvenir ni les résultats provisoires, ni les éventuels recours. En conséquence, le comité de contrôle, siégeant ce jour en session extraordinaire, décide, en conséquence de ce qui précède, le comité de contrôle siégeant en session extraordinaire ce samedi 23 décembre 2023 décide que la proclamation dite définitive par Mme Amon Agomat, présidente du comité de contrôle, intitulé personné est nulle et non avenue. Sur la suite des manquements de Mme Agomat, présidente du comité de contrôle, considérant que, quoique une liste bloquée à l'issue du congrès du PPACI des 16 et 17 octobre 2021, Mme Agomart, au mépris des textes statutaires qui fondent son statut même, a pressé, elle, de nommer des vice-présidents. Considérant que dans le droit fil de cette négation des principes de droit et démocratique, Mme Amon Agomart résume l'organe collégial à sa personne. Considérant que pire, et à l'issue du scrutin des 16 et 17 décembre dernier de la Ligue des femmes du PPACI, il est établi que Mme Agomart, président du comité de contrôle, a recouru à du faux manifeste en proclamant illicitement des résultats définitifs. Considérant en outre qu'en se substituant au comité de contrôle pour donner des prétendus résultats définitifs de l'élection de la Ligue des femmes, Mme Agomart s'est rendue coupable d'un manquement grave et inexcusable. En conséquence de cette succession de violations des textes fondamentaux du parti, la session extraordinaire de ce jour décide de la suspension de Mme Amon Agomart des charges de président du comité de contrôle à compter de ce jour jusqu'à la décision de la prochaine session extraordinaire. Sur la relocalisation du siège du comité de contrôle. Considérant que le siège du comité de contrôle est établi au siège du PPACI, mais considérant qu'après avoir violé les textes statutaires en nommant les vice-présidents du comité de contrôle, Mme Agomart a délocalisé le siège du comité de contrôle à son domicile. Considérant qu'après avoir refusé le droit au contrôleur de délibérer sur la proposition de transformer la session ordinaire en session extraordinaire, Mme Agomart a demandé au contrôleur de libérer ses locaux. Considérant que tirant les conséquences de tels agissements, la session extraordinaire décide que les futures sessions du comité de contrôle ne se tiendront nulle part ailleurs qu'au siège du PPACI. Fait à Abidjan le 23 décembre 2023, signé le président des séances, Ricard Ayoro Pierre. Je vous remercie.
parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Et donc il faut, avec beaucoup de force, défendre le bien fondé de ces opérations. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. C'est un reproche qu'il faut nous faire? C'est mal d'avoir fait ça? De grâce? Non. Et donc, oui, nous devons être exigeants, repenser des partenariats nouveaux et ne céder à aucune forme de paternalisme contemporain. Je vais y revenir dans un instant sur notre politique africaine. Enfin, il ne faut pas commencer à tout inverser et à considérer que maintenant, on ne pourrait plus aller aider un État qui veut défendre l'ordre chez lui sur une base légale. Et c'est le cas dans lequel nous sommes intervenus dans la région. Demande souveraine, demande de la CEDEAO. Nous sommes en train de changer ce cadre. Je vous renvoie au discours que j'ai tenu ici en février dernier. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps à lutter contre le terrorisme, mais parce que la nature de ce conflit change. Parce que la nature même du terrorisme est en train de changer dans toute la région, parce qu'on voit une montée du fait ethnique, parce qu'il y a une crise au fond politique et économique qui s'installe au Sahel et qui est en train d'installer et en quelque sorte de créer dans la durée une crise dont les nouvelles formes de terrorisme sont une conséquence. Et donc il était tout à fait pertinent d'avoir l'action que nous avons conduite, mais elle ne peut pas durer sous la même forme. Elle doit être adaptée. C'est ce que nous avons d'ailleurs décidé il y a quelques années dans un premier réajustement de notre dispositif, ce que nous avons décidé en début d'année par une politique de réaménagement de toutes nos bases, d'allègement et de partenariat, et c'est ce que nous sommes en train de faire et sur lequel nous irons encore plus loin dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'une présence stable, posée en quelque sorte sur le plan militaire, est un argument utilisé par nos ennemis dans le cadre de la lutte informationnelle pour nous fragiliser, alors même que le cœur de la réponse doit être politique par les États africains, et donc la France ne peut pas être un substitut, et la réponse militaire ne peut pas être quelque chose qui se substitue à la réponse politique. Et donc ça doit d'abord être une réponse politique. Notre présence militaire doit se structurer sur la base de partenariats demandés par les pays africains, qu'il s'agisse de formation, d'équipement, etc. Et donc nous repensons totalement le cadre de ce partenariat, totalement, y compris sur les capacités militaires que nous livrons, y compris sur les formations que nous avons rouvertes. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le ministre et le SEMA m'ont proposé un schéma totalement différent, sur lequel nous allons aller encore plus loin. Mais il est indispensable de poursuivre ce chemin avec, là aussi, de nouveaux partenaires. Le Bénin, pour n'en citer qu'un, dans la région du Golfe de Guinée, le Kenya, avec lequel aussi nous bâtissons de nouvelles opérations régionales, et en nous appuyant sur des forces régionales permettant d'assurer la sécurité. Sur le cas du Niger, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, si vous me permettez, au-delà de cette doctrine d'ensemble, de revenir sur ce que nous avons vécu cet été. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode.
Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Et nous devons continuer avec force de le soutenir, et j'appelle tous les États de la région avoir une politique responsable, parce que, il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montrée à l'égard des putschs précédents, a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch dans tout le Sahel, mais qui repose sur quoi? Sur la faiblesse de système militaire, sur une insuffisante efficacité, et aussi sur la politique que nous devons conduire en soutien avec toute la région, et j'y reviendrai dans un instant. Et donc je pense que nous devons sur ce point être clairs, la période est très difficile, elle est surtout difficile pour les Nigériens et pour nos postes avancés, mais nous devons avec fermeté, là aussi, éviter tout double standard, être sur nos principes et avoir cette politique de clarté. Ça c'est le premier axe, sécurité, stabilité, sur lequel je voulais revenir à travers ces différents chapitres, je vous rassure, c'était le plus long. Le deuxième grand intérêt qui est le nôtre, quand on parle de la France, sont nos intérêts économiques, technologiques, stratégiques, qui est au fond au service de l'agenda que j'ai défini pour le pays, de renforcer notre indépendance dans toutes les acceptions du terme, immédiate et dans la durée. L'indépendance ne veut pas dire l'autarcie, mais ça veut dire que quand on a des partenaires, on les choisit, mais on ne peut pas durablement être une puissance, avoir même une diplomatie, parfois des actions militaires fortes et crédibles, si on a des dépendances économiques, technologiques ou de matériaux à l'égard de tel ou tel. Oserais-je dire que nous l'avons vécu dans la période récente, nous tous Européens, et tout ça nous a conduit à un réveil. Ça doit irriguer notre approche à tous égards et notre diplomatie. C'est la clé d'une sécurité durable, et c'est la clé d'autant plus que nous sommes à un moment de réallocation internationale des ressources et des innovations. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui va décider du monde dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'abord, il y a une prédation sur les ressources et matériaux rares, il ne faut pas être naïf. Les Chinois l'ont commencé avant nous, on les regardait jouer au Go, on se demandait quel était le jeu, maintenant on est en train de comprendre. Mais il y a des matériaux rares et des ressources sur lesquelles nous, Français, Européens, nous devons avoir accès pour diversifier et ne pas dépendre. Et ensuite, sur deux grands sujets, les industries vertes et l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, il y a un moment d'investissement massif et de réallocation des forces productives qui va déterminer beaucoup de choses, de nos capacités à être indépendants, à bâtir des emplois dans nos pays, mais y compris à avoir des technologies civiles et militaires souveraines dans l'avenir. Et ceci doit absolument structurer notre approche diplomatique en la matière. C'est pourquoi, si on veut être indépendant, il faut une stratégie française et européenne d'autonomie stratégique. Il y a maintenant 6 ans, j'utilisais le terme d'une Europe plus souveraine au discours de la Sorbonne. On disait que c'était une belle idée française.
pour les gens les plus pudiques, les plus positifs, les autres disaient c'est une foutaise française, et ça ne viendra pas, c'est ça pour se faire plaisir. Je constate qu'il y a eu un réveil ces 5 dernières années, ce qui est notre victoire collective. D'abord, cette idée a été adoptée par tous les Européens. Alors, c'est souveraineté, c'est autonomie stratégique, chacun fait avec ce avec quoi il est à l'aise. Moi-même, je ne comprends pas les 50 nuances de gris en la matière, et d'ailleurs, selon les capitales, on me dit que l'un préfère l'autre. À la fin, je crois qu'on comprend tout ce que ça veut dire. Ça veut dire maîtriser davantage notre destin à travers ce qu'on produit, ce qu'on achète et les dépendances contraintes en diversifiant. Et donc, nous avons ces dernières années, de la défense à la technologie, à l'énergie, cristallisé un vrai réveil européen et mis en œuvre de vraies politiques avec des résultats. En matière de défense, on a commencé avec le Fonds de défense, l'initiative européenne d'intervention, et il faut aller beaucoup plus loin. On a commencé aussi, dès le Covid et après, avec ce que nous avons fait en matière de production de santé, à travers ce que nous avons bâti sur les semi-conducteurs et sur les technologies vertes, à travers des actes fondateurs de la Commission et des politiques d'investissement. C'était impensable il y a 5 ans. Impensable. Et donc ça, nous devons le consolider. Et pour moi, la clé de voûte, c'est l'agenda de Versailles que nous avons en Européens bâti en mars 2022, qui consolide cette autonomie stratégique dans tous les domaines que j'évoquais, semi-conducteurs, technologies vertes, numériques, etc. Néanmoins, alors sur cette base-là, évidemment, le partenariat franco-allemand est clé. J'irai dans quelques semaines à Hambourg avoir une discussion en particulier sur l'intelligence artificielle avec le chancelier, mais le tandem franco-allemand est absolument décisif en la matière, au moment où on vit un choc qui vient bousculer notre Europe. Et donc je ne ménagerai pas mes efforts pour réengager, consolider, qu'on ait une convergence de vues de plus en plus forte. Mais nous tous, Européens, nous avons besoin d'aller beaucoup plus vite et plus fort. Et je voudrais juste citer quelques aspects de cette autonomie stratégique qui est clé pour notre indépendance. D'abord, on doit avoir une politique énergétique européenne clarifiée. On en a posé les bases réglementaires avec le Fit for 55 et le Green Deal. Elle est bonne, mais enfin on doit en décliner maintenant les instruments. Nous n'avons pas fini le travail, pour être à mon tour diplomate. Et au fond, le travail que nous devons conduire, c'est celui qui nous permet d'être plus indépendants, d'être plus décarbonés et de continuer à créer des emplois et de l'industrie sur le sol européen. C'est ça les 3 objectifs. Pour ce faire, il faut plus de renouvelables, plus de nucléaire, plus d'intégration électrique en Europe. C'est ça. On n'est pas tous d'accord sur cet agenda. Et donc il va falloir relancer, démultiplier les efforts, mais je vais être clair, plus de charbon en Europe, c'est pas bon pour cet agenda. Plus de dépendance fossile en Europe, c'est pas bon pour cet agenda. Une complexification réglementaire sur l'hydrogène pour savoir de quelle couleur il est, quand il est produit avec du bas carbone, c'est pas bon pour cet agenda. Je suis pour la libre circulation des électrons bas carbone en Europe. Je pense que c'est une bonne politique si on veut l'avenir énergétique européen. Plus on produira de l'électron en Europe bas carbone, plus on sera fort et indépendant. C'est ça la stratégie que nous devons mener. Et tout doit en découdre. Et donc nous aurons encore beaucoup de travail dans les capitales et à Bruxelles sur ce sujet. C'est indispensable. Et il y a un travail de conviction et de réengagement avec nos amis allemands. Nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet aujourd'hui. Je pense que c'est une vraie préoccupation et que ce serait une faute historique de nous priver de nucléaire ou de ralentir les investissements en matière de nucléaire et d'innovation nucléaire en Europe. Et notre priorité ne doit pas être de nous diviser sur des modèles énergétiques différents, mais au contraire de renforcer l'intégration du réseau électrique européen, ce qui est absolument indispensable parce qu'on va devoir électrifier de plus en plus. Le deuxième élément, c'est d'avoir des politiques industrielles assumées. On a commencé à le faire, il faut le démultiplier, aller beaucoup plus vite et plus fort. Je vous renvoie à cet égard au discours que j'ai prononcé à La Haye sur notre nouvelle doctrine de sécurité européenne. C'est un en même temps auquel je crois aussi. Évidemment, il faut une politique de marché unique forte, et donc plus d'intégration du numérique aux différents champs industriels. Mais il faut une politique industrielle assumée, où on aide et on investit, parce que les Chinois et les Américains le font. Et aujourd'hui, si je devais résumer en une formule peut-être un peu brutale, l'Europe a tendance à surréglementer et à sous-investir trop lentement. Et donc une vraie politique industrielle compétitive européenne
c'est d'avoir plus d'innovation, plus d'investissement, moins de surréglementation. Et donc, de mettre en œuvre ce sur quoi on s'est engagé, mais surtout d'avoir plus de force économique européenne au niveau du continent, plus de rapidité d'exécution, et de pouvoir, qu'il s'agisse technologie verte, de l'intelligence artificielle ou autre, être en mesure de faire la compétition avec les Américains et les Chinois. On a commencé par les actes qui ont été pris depuis les expressions peut-être